Nelson Romeo das Neves Ribeiro, je prononce bien? Oui, tout à fait. Oui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, on va se tutoyer parce qu'on se connaît. Et tu es chercheur en criminologie et tu collabores au Centre de recherche Pénalité, Sécurité et Déviance de l'Université libre de Bruxelles. Alors, qu'est-ce que vous faites exactement dans ce centre de recherche et qu'est-ce que vous mettez derrière le mot déviance? Le champ de recherche de la criminologie, c'est d'une part la construction de la loi pénale. Donc on essaie de comprendre pourquoi et comment la société, à certains moments de l'histoire, construit certains faits comme crimes, parce qu'il s'agit de construction. Et d'ailleurs, ces constructions changent dans l'histoire. Donc ça varie dans le temps, mais ça varie aussi dans l'espace, puisque certains faits sont interdits en Belgique, mais pas au Portugal ou en Espagne. Ensuite, on s'intéresse aussi au comportement criminel. D'une part, on pourrait citer la criminalité en col blanc, la criminalité des élites, mais aussi ce qui nous intéresse ici aujourd'hui, les usages de drogue. Nous ne considérons pas que le crime et le criminel existent en eux-mêmes. En fait, un comportement ne devient crime que si une loi l'interdit, premièrement, et deuxièmement, si ce comportement et cette personne est repéré par le système pénal. Et si je t'explique ça, c'est aussi parce qu'on peut avoir le même raisonnement pour la déviance en s'appuyant sur les travaux d'Howard Becker. En fait, pour Howard Becker, la déviance n'existe pas en elle-même. En fait, tu es étiqueté comme déviant quand tu interagis avec quelqu'un qui t'étiquette comme déviant. On est d'accord? Je vais te citer un exemple. Si une personne consomme de la cocaïne une fois par mois, par exemple, et est insérée professionnellement, elle travaille. Lorsqu'elle consomme de la cocaïne avec ses amis consommateurs, elle n'est pas étiquetée déviante. Ce n'est seulement lorsqu'elle interagit avec un autre groupe qui voit d'un mauvais œil la consommation de cocaïne, que là, elle pourrait être étiquetée déviante et en plus faire l'objet d'une réaction sociale, ce qu'on appelle la réaction sociale informelle en criminologie. La réaction sociale, c'est quoi? C'est une réprimande. Mais qu'est-ce que tu fous de ta vie? Tu vas devenir toxicomane, ou alors une exclusion du groupe. Et donc, pour devenir déviant, la déviance se construit dans l'interaction avec l'autre, avec un autre groupe. Et si ce groupe est assez puissant, il peut transformer cette norme de ne pas consommer de la cocaïne en loi. Et là, on passe de la déviance à la délinquance. Donc nous, en criminologie, on étudie la construction de la loi, la punition, les comportements criminels, mais en gardant en tête que le crime est une construction sociale qui varie dans le temps et dans l'espace. Tu as rédigé plusieurs articles et dans ceux-ci, tu parles souvent, tu rappelles que l'usage de drogue est une infraction pénale mais sans victime. Alors, est-ce que tu peux déjà définir ce que ça signifie et qu'est-ce que tu pourrais répondre aux personnes qui disent « mais oui, mais il y a quand même des victimes collatérales comme la famille ou les proches ou des personnes qui se font dérober leur portefeuille Oui. Moi, je préférerais parler de souffrance partagée. C'est-à-dire que si la famille souffre, c'est que l'usager lui-même souffre aussi. On est d'accord. Et donc, je pense que si on a un problème d'addiction, le moment n'est pas à l'attribution d'étiquettes, de victimes, de responsables. Le moment est à l'entraide pour se sortir de cette souffrance que la drogue peut aussi provoquer. D'autre part, je pense que s'il y a une souffrance de la famille, par exemple, elle n'est pas que victime de son enfant consommateur, par exemple. Je pense qu'il faut souligner que l'entourage qui est victime de la consommation, elle est aussi et surtout de la politique d'interdiction, de prohibition des drogues. Parce qu'on a une politique de prohibition des drogues qui stigmatise les usagers de drogue. Et donc on voit des usagers de drogue qui ont des problèmes de consommation et qui tardent à rechercher de l'aide parce qu'ils ont peur d'être stigmatisés. Et donc on voit des situations qui s'empirent à cause du système pénal et du stigmate qui pèse sur eux. Et donc,
Si l'entourage du consommateur de drogue est victime, il est aussi peut-être surtout de la prohibition des drogues. Mais justement, on va continuer. Donc même si la figure de l'usager évolue, hein, tu parlais d'évolution dans le temps et dans l'espace, l'usager des années 80 ou 90, on a encore une autre vision, même si c'est pas encore la révolution, je dirais. Il y a encore quand même beaucoup de morale et de stigmatisation. On remarque quand même que donc, l'usage de drogue est un crime en droit pénal. Comment est-ce qu'on pourrait sortir la consommation de drogue du droit pénal, en fait ? Je pense qu'avant de répondre à cette question, il faut préciser quelque chose, il faut souligner quelque chose. C'est que la réalité sociale d'un phénomène et sa réalité politique, médiatique et légale sont deux choses différentes. Si nous prenons la loi de 1921, lorsque la loi de 1921 a été votée, il n'y avait pas de problème social lié aux drogues. C'est-à-dire que la massification de l'usage de drogue est intervenue plus tard, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Ça, il faut le souligner. Ensuite, tu me poses la question de savoir si la loi est efficace. Et je pense qu'il faut se poser la question, est-ce qu'elle est efficace pour qui ? Et je pense qu'on pourrait se demander, est-ce qu'elle est efficace d'un point de vue social et est-ce qu'elle est efficace d'un point de vue pénal, du point de vue du système pénal ? Du point de vue social, en principe, une loi, elle a pour but de dissuader les personnes de commettre un fait qualifié crime, délit, contravention. Et nous savons que, de manière générale, la loi n'empêche pas la commission de crimes ou de délits. Sinon, les prisons seraient vides et les tribunaux ne seraient pas saturés. En ce qui concerne notre cas ici plus précis de l'usage de drogue, moi, ce que j'observe sur mon terrain de recherche, c'est que, d'une part, soit il s'agit d'usagers de drogue insérés socialement et consomment à l'intérieur de leur appartement. Donc, ils ne sont pas visibles pour le système pénal. Et donc, ils n'ont pas peur de la réaction pénale. À la limite, ils prennent un petit risque lorsqu'ils vont acheter leurs produits, mais cela se fait de manière assez furtive. Mais lorsqu'ils consomment, ils sont cachés des yeux du droit pénal. Et en plus, ils ont très bien intégré le fait que ce n'est pas eux qui sont la cible du système pénal, en fait. D'autre part, lorsque j'observe et j'interroge des personnes qui sont là dans des consommations de pauvreté dans la rue, eux, ils savent quelque part qu'ils pourraient être la cible des forces de l'ordre. Mais ils me disent « Je suis déjà dans une situation d'un tel désespoir que ce n'est pas le pénal qui me fait peur. Eux, il me faut mon traitement de substitution. Il faut que j'aille acheter une nouvelle dose. Il faut que je mange. » Donc le pénal sort de leur univers social, en fait. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas des fois embêtés, mais ce n'est pas leur souci premier. Et donc là non plus, dans ce but de dissuasion, le système pénal n'est pas efficace, quoi. En ce qui concerne la punition, parce que oui, le système pénal intervient à l'égard des consommateurs de drogue, et lorsqu'il agit, c'est surtout envers une certaine catégorie de population, et des populations qui sont précarisées. Et le problème, c'est que le système pénal non seulement agit plus envers ces populations, mais il agit de manière plus sévère, avec parfois des peines de prison. Et donc non seulement la prison les met dans des conditions de vie qui ne sont vraiment pas propices à une reconstruction de soi sans la drogue, mais en plus, en sortant de la prison, eh bien, on met encore plus de bâtons dans les roues de ces personnes en leur mettant un casier judiciaire sur le dos, alors qu'on sait que l'insertion professionnelle aide effectivement à la sortie de toxicomanie. Donc, si on se pose la question, est-ce que le système pénal en l'état actuel est efficace d'un point de vue social ? La réponse est non. Par contre, est-ce que l'interdiction de la détention de stupéfiants est efficace d'un point de vue pénal ? Là, je vais te répondre oui. Pourquoi ? Parce que, via l'interdiction de la détention de drogue,
Par exemple, les services de police peuvent contrôler la population. C'est-à-dire qu'ils peuvent... Il y a d'autres moyens, hein, d'autres instruments pénaux qu'ils peuvent utiliser. Ils peuvent contrôler ton identité, mais ils peuvent aussi te fouiller pour voir si tu n'as pas de drogue sur toi. Et donc, ils peuvent contrôler une certaine population qui est identifiée par le système pénal comme population à risque. Et en plus, ils peuvent contrôler l'espace public. Donc, pour moi, pour les raisons que je viens d'exposer, je pense qu'il est urgent de sortir l'usager de drogue du champ pénal. Et comment ? Je pense que l'argent qui est massivement investi dans le système pénal pour combattre, j'utilise le terme un peu politique, hein, pour combattre l'usage de drogue, je pense qu'il faut l'investir au niveau social et au niveau psychologique, comme le fait par exemple le Portugal. Le Portugal, ils ont eu des gros problèmes liés à la drogue au niveau sanitaire. C'est-à-dire qu'ils avaient énormément de personnes qui consommaient de l'héroïne par intraveineuse à une époque où le sida était très présent et donc la transmission du sida se faisait fort, à un taux très élevé. Et en plus, on observait un fort taux d'overdose également. Et donc, le Portugal, en quelque sorte, les politiques portugais n'ont pas eu le choix que de changer de paradigme et de passer du paradigme pénal au paradigme sanitaire. Et donc, ils ont décriminalisé en 2001 la détention de toutes les drogues jusqu'à une certaine limite. À partir d'une certaine limite, ça devient du trafic, du deal. Mais en dessous d'une certaine limite, c'est considéré donc de la détention pour un usage personnel. Et là, tu ne passes pas devant un tribunal, mais devant une commission de dissuasion, qui n'est pas composée uniquement de juristes, mais également de psychologues et d'assistants sociaux. Et le but, c'est effectivement de te diriger vers un traitement. Si tu présentes des signes d'addiction. Et le Portugal a vu son taux, on va dire, d'usage d'héroïne, mais également, ce qui est le plus important, hein, parce que le problème, c'est pas qu'on consomme des drogues, je pense. Le problème, c'est qu'il y a des dommages liés à la consommation de drogue. Et donc, les overdoses ont diminué, et le taux de positivité au sida, au VIH, a diminué également. Et donc, on voit qu'il est urgent d'aborder la question non sous un paradigme pénal, mais il est urgent de l'aborder sous un paradigme sanitaire. Tu sembles beaucoup t'intéresser aux usages de drogue. Si c'est pas indiscret, d'où vient cet intérêt ? Je suis pour la libre disposition de son corps et de son psychisme, en fait. Je ne pense pas que ce soit à l'État de s'immiscer dans ce rapport entre la personne, le produit et sa réalité. Deuxièmement, d'un point de vue plutôt sociologique, je dirais, la construction légale, politique, médiatique de l'usager de drogue m'a beaucoup interpellé, parce qu'il est souvent assimilé à la déchéance sociale, à la marginalité, etc. Et donc je me suis dit qu'il fallait quand même, en tant que chercheur, que j'aille fouiller sur le terrain pour voir effectivement quelle est la vie des usagers de drogue, quelle est la réalité. Ensuite, ce sujet m'a intéressé aussi parce que l'usager de drogue fait l'objet d'une réaction pénale, institutionnalisée, mais également l'objet d'une réaction sociale, informelle, lorsqu'il interagit avec son environnement. Et donc l'usager de drogue doit, par différentes stratégies, on pourrait les appeler des stratégies, cacher sa consommation. Soit l'acte matériel de consommer, soit les effets de la consommation. Et donc c'est un acteur social tout à fait passionnant en fait d'un point de vue sociologique d'examiner comment on arrive à gérer sa consommation tout en gardant son travail, etc. Ou alors comment, même si on ne gère pas sa consommation, on arrive à rester malgré tout inséré socialement. Et lorsqu'on a perdu le contrôle de sa consommation et que parfois, dans les cas plus extrêmes, on se retrouve à la rue, comment fait-on pour survivre dans ces conditions-là ? Et donc, d'un point de vue personnel et sociologique, c'est un sujet qui me passionne, oui. Et donc, tu vas à la rencontre de beaucoup d'usagers. Oui. Et notamment d'usagers de cocaïne et d'héroïne. Pourquoi ces deux drogues en particulier ?
Alors, d'une part, parce que je voulais m'intéresser à des univers sociaux le plus contrastés possible. Il s'agit de deux drogues qui sont consommées dans différents milieux sociaux. C'est vrai qu'on a souvent l'image du consommateur d'héroïne exclu socialement, désaffilié socialement, mais il y a également des consommateurs d'héroïne, notamment par inhalation, qui sont intégrés professionnellement et socialement. Donc c'est une drogue qui est consommée dans tous les milieux sociaux. Pour la cocaïne, c'est pareil. On a souvent l'image du consommateur de cocaïne, le mec qui gagne bien sa vie, qui travaille, l'avocat d'affaires, etc. Mais la cocaïne aussi est consommée dans tous les milieux sociaux, notamment sous forme de crack, dans les milieux les plus précarisés parfois. Et donc, ces deux drogues m'ouvraient une porte, si tu veux, pour entrer dans différents milieux sociaux. Et je voulais m'intéresser à la gestion de la consommation dans un contexte d'addiction. Et donc, ces deux drogues me permettaient d'une part d'analyser, de comprendre, d'observer différents milieux sociaux, et d'autre part, comment la gestion de la consommation prend corps, si tu veux, dans ces différents milieux sociaux. Et comment l'insertion socio-professionnelle s'articule à la consommation de drogue, quoi. Eh bien, merci Nelson. De rien. De rien, ça fut un plaisir. Merci à toi.